à toutes et à tous. Bienvenue à notre nouvelle conférence. Donc, je vous présente Guy Tisserand, qui sera notre conférencier aujourd'hui. J'ai pas l'habitude, Hervé, excuse-moi. Donc Guy nous parlera du handicap en entreprise, mais pas seulement, de la différence, de l'égalité des chances, d'équité. Il fera ça avec beaucoup d'humour et d'autodérision. Non, Non, pas l'autodérision. Pas l'autodérision. Moi, je me fous de la gueule des autres, pas de la mienne. Ok, bon, oups. Voilà, il a un parcours exceptionnel et j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à l'écouter. Merci. Alors bonjour à tous et à toutes. Ah oui, alors vous êtes obligés d'apprécier. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une obligation d'aimer cette conférence parce que si jamais vous n'aimez pas, Angélique, elle n'a pas le droit à son yaourt après la conférence. Et comme c'est un truc hyper important pour elle, par bienveillance, vous êtes obligés d'aimer. Donc même si vous n'aimez pas, vous serez obligés de mettre la croix comme quoi c'était super et tout. On lui a mis un petit challenge par rapport à ça. Bonjour, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc effectivement, je m'appelle Guy Tisserand. Je suis en retraite, ça se voit pas peut-être parce que je suis là aujourd'hui, mais je suis en retraite depuis quelques années maintenant. Mais j'aime bien encore venir intervenir comme ça, de manière ponctuelle, sous forme de conférence. On s'est connus avec Angélique au mois de septembre, puisque j'avais fait une conférence chez C3S au Mans. Ça fait 2 fois dans ma vie que je viens au Mans. Moi j'habite à Lyon, hein, donc ça fait... Donc le Mans, c'est un endroit quand même que je ne connaissais pas, ou peu on va dire, et je connais un petit peu mieux maintenant. Alors ici par contre j'étais jamais venu, hein, la Champagne évidemment. Et donc je suis ravi d'être avec vous et de vous parler effectivement de la thématique du handicap en entreprise, mais plus globalement de la prise en compte de la singularité, de la spécificité des gens. Mais avant, je vais me présenter quand même un tout petit peu davantage. Donc, j'ai dirigé un cabinet de conseil spécialisé dans la non-discrimination au milieu professionnel pendant 20 ans. Mais à l'origine, je ne suis pas du tout originaire de ça, puisque je suis ingénieur en électrochimie et électrométallurgie. Donc, je me suis dit qu'en arrivant ici, je me retrouvais dans un environnement que on va dire, dont j'avais déjà entendu parler, l'électrochimie, je pense que vous en faites un tout petit peu ici quand même. Et puis également donc ingénieur en informatique et mathématiques appliquées. Et j'ai travaillé 20 ans dans l'informatique bancaire avant de créer mon cabinet de conseil que j'ai créé avec mon épouse et qui est un cabinet qui est monté jusqu'à une trentaine de personnes. On intervenait dans plein d'entreprises je l'ai vendu il y a 2 ans et maintenant, du coup, je fais ça de manière plus ponctuelle. Et j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle « Le handicap en entreprise, contraintes ou opportunités ». Et le sous-titre, c'est « Vers un management équitable de la singularité ». C'est un peu de ça qu'on va parler cet après-midi. J'ajoute à tout ça le fait que j'ai été sportif de haut niveau pendant... Alors, dans cette salle, il y a quelqu'un qui a été une grande, qui est toujours d'ailleurs une très grande sportive, vous la connaissez forcément, qui a fait des ultra-trail et tout. Moi, j'ai trouvé ça un peu trop fatigant, j'ai fait le tennis de table. Bon, c'est un peu moins crevant quand même comme truc. En fait, j'en ai fait quand même beaucoup, puisque j'ai participé 4 fois aux Jeux paralympiques, de 84 à 96, et que j'ai gagné 4 médailles d'or et 3 médailles d'argent aux Jeux, en simple et par équipe. J'ai gagné des médailles d'or à Séoul, à Barcelone et à Atlanta, donc 88, 92, 96. Et j'étais numéro 1 mondial pendant 6 ans en fauteuil roulant. Donc en fait, j'étais au premier rang du classement mondial des joueurs de tennis de table en fauteuil roulant dans le monde. Voilà, donc moi je me suis bien régalé. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait des tas de trucs sympas et tout. Donc voilà, donc ça a ajouté. Et donc avec Maëlie qui est là, on est en train de faire... un petit projet, là, mes enfants, ça fait des années qu'ils me tannent en me disant « Papa, il faut que tu écrives ton histoire, il faut que tu en fasses un bouquin, etc. » Et donc, j'ai fini par prendre la décision de le faire. Et on est en train de le faire avec Maëlie. Donc, dans le courant de l'année, on espère qu'on arrivera à publier ce bouquin, qui racontera 2-3 anecdotes sous forme de match de ping, en fait. Donc, on va faire un chapitre avec des choses plus difficiles qui fera des points perdus, et puis un chapitre avec des choses plus sympas. Et pour vous dire, j'ai gagné le match à la fin. Enfin, je l'aurais gagné. Voilà. Donc, l'idée, c'est de parler avec vous un peu de ces sujets-là, avec un objectif d'être... Il n'y a pas de choses interdites, vous pouvez aborder tout ce que vous voulez si vous avez des questions à poser, des interrogations que vous avez vous concernant des gens que vous connaissez ou me concernant. Vous n'hésitez pas, je veux bien répondre à toutes les questions, il n'y a aucun sujet tabou. Par contre, il y a un truc qui est important, c'est que je suis relativement taquin. Donc je peux être amené à vous taquiner.
Ce qui signifie qu'en contrepartie, vous avez aussi le droit de me taquiner. Voilà, c'est la règle du jeu. Voilà. Mais il n'y a pas de questions interdites, tout ça. Bon, voilà. Alors, je vais commencer par vous raconter 2-3 petites anecdotes personnelles pour vous mettre dans le contexte. Donc, moi, je veux dire, la première histoire que je voulais raconter, c'est que quand j'ai eu 11 ans, ma mère a voulu m'inscrire au collège de secteur dont je dépendais. Alors, Maëlie va se dire, il radote, parce que je vais tout raconter pour écrire un bouquin, mais tant pis. Donc, j'ai voulu m'inscrire dans ce collège. Enfin, elle a voulu m'inscrire. Et le principal du collège lui a dit, madame, alors c'était dans les années 70, elle lui a dit, madame, les écoles il y a des écoles pour les enfants comme les vôtres, et nous, on n'en veut pas. Il a dit, de toute façon, en plus, votre mari est ouvrier, donc il est fils d'ouvrier, donc ça sert à rien qu'il fasse des études. C'était la double peine. Bon, à la fin, j'ai quand même terminé ingénieur avec 2 diplômes d'ingénieur, mais lui, il pensait que c'était pas possible, en fait. Alors, ça, c'est un truc, et d'ailleurs, ce sera le titre du bouquin qui se tournera autour de ça. Moi, la phrase que j'ai le plus entendue depuis que je suis né, c'est « Pour toi, ce sera pas possible ». Et alors, moi, j'étais doté d'un truc, j'ai eu un bol phénoménal à la naissance, vous savez, on dit des fois qu'on a des capacités, des points de faiblesse. Moi, j'ai eu une capacité qui m'a été donnée d'emblée, je crois que c'était comme ça. C'est qu'à chaque fois qu'on m'a dit « pour toi, c'est pas possible », j'ai eu envie de le faire. Et donc, finalement, je me suis dit, quand il a dit « ça sert à rien qu'il fasse des études », moi, ça m'a donné envie plutôt d'en faire. Donc, je me suis retrouvé à devoir quand même faire toute ma scolarité en milieu spécialisé. Donc, j'étais dans une école qui était réservée aux personnes handicapées. Et du coup, j'étais interne, voire interné. Et donc, je me suis retrouvé pendant toute ma scolarité à ne pas être chez mes parents. Alors, c'est quand même... ça n'a pas été des moments forcément hyper simples tout le temps, mais en fait, ça m'a mis dans un contexte différent. Bon, voilà. Donc ça, c'est un premier exemple. Un deuxième petit exemple, c'est que du coup, quand j'ai eu mon bac, je suis parti en université. Et en université, je me suis retrouvé à être logé en cité universitaire. Et le premier jour où je suis arrivé là, moi je connaissais personne, évidemment, puisque toute ma scolarité, je l'avais fait dans une école spécialisée, donc tous mes copains, ils étaient pas, enfin d'abord on n'était pas super nombreux, et ils étaient un peu éclatés partout, donc j'avais personne dans mon environnement proche. Donc je me suis dit, il faut quand même que je me fasse des amis, parce que, vous le remarquerez peut-être durant cette heure, mais je suis assez bavard, et du coup j'aime bien parler avec les gens, tout ça. Donc voilà, donc je me suis dit, il faut que je rencontre des gens. Et donc je suis allé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma raquette, en fait, de ping, puisque moi c'était mon sport, c'était le ping. Et j'ai vu qu'il y avait des tables dans le foyer de la cité universitaire. Donc je me suis dit, tiens, je vais aller rencontrer des gens grâce au ping. Donc j'y suis allé, et il y avait 3 joueurs qui étaient là, qui étaient en train de jouer, 3 gars qui étaient des copains, qui jouaient ensemble. Et moi je dis, est-ce que je peux jouer avec vous? Voilà, il me dit, si tu veux. Donc j'ai commencé à jouer avec eux. Alors ne le prenez pas comme étant de la forfanterie de ma part, je les ai massacrés évidemment. Alors eux ils n'étaient pas en fauteuil, ils étaient debout, mais je les ai quand même massacrés, quoi. Et donc on est devenus copains malgré tout, malgré le fait que je les ai massacrés. Et donc du coup, un peu plus tard, on est devenus bien amis et tout ça, et ils m'ont dit, tu sais, il y en a un qui m'a dit, tu sais, il faut quand même que je te dise quelque chose, c'est que quand tu es arrivé dans le foyer, nous, on n'avait pas trop envie de jouer avec toi en fait. Parce qu'on s'est dit, ouais, il va pas remettre une sur la table, il est en fauteuil, quoi. Puis en fait, on s'est rendu compte très vite que c'était nous qui en mettions pas une sur la table. Et donc, ça m'a aussi... Bon, tous ces éléments-là, si vous voulez, de ma vie, m'ont amené à réfléchir sur des tas de sujets dont on va parler juste après. Mais et d'ailleurs, avec le ping, vous savez que j'ai gagné beaucoup de restos, moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait des tas de gens, ils me disaient, viens, on fait un match. Ils n'étaient pas handicapés, voilà. Viens, on fait un match. Je dis, oui, pas de problème, mais enfin, je vais quand même te dire combien je te donne de points d'avance avant. Les gens disent, non, c'est pas juste, toi t'es en fauteuil, donc on va pas... Je dis, non, mais si, quand même. Il faut quand même être un peu juste, quand même. Et donc, on commençait à jouer pendant 2-3 minutes, puis au bout de 2-3 minutes, je leur disais, je te donne tant de points d'avance. Bon, il y en a un jour, un très bon copain qui me dit, on fait ça, je suis d'accord, et on va commencer à jouer. Et là, au bout de 2 minutes, je lui dis, écoute, je vais te donner 18 points d'avance sur 21. Il me dit, non, mais 18 points. Je dis, si, je sais que c'est quand même... on va faire comme ça. Mais on parie un resto, oui. Et on a fait le resto, et j'ai gagné le resto. Parce qu'en fait, il a marqué 0 points. J'ai gagné 21-18, vous voyez, donc... Bon, alors du coup, tout ça m'a encore amené à réfléchir. J'ai fait des études, je vous dis, j'ai fait des études d'électrochimie et d'électrométallurgie. Et puis à l'issue de mes études, je suis allé chercher du boulot, du coup. Et je suis allé voir des DRH d'entreprises du secteur de la chimie.
Et je leur ai dit, bah voilà, je voudrais bosser, est-ce que vous êtes d'accord pour que je bosse chez vous? Et là, ils m'ont dit, ah, mais mon pauvre monsieur, avec votre handicap. En gros, ils ne disaient pas aussi clairement que ça, mais dans le truc, c'était, avec votre handicap, ça ne va pas être possible de bosser chez nous. Donc j'ai fait 5 ans d'études pour rien. C'est quand même un peu dommage, quoi. Et c'est pour ça que j'ai bifurqué vers l'informatique, en me disant, bah, dans l'informatique, peut-être que les gens, ils auront moins de préjugés, enfin, j'en sais rien. Et donc, du coup, j'ai fait ça. Et j'ai bossé dans l'informatique. Et puis, quelques années plus tard, je suis arrivé, donc j'étais dans l'informatique bancaire, et là, j'arrive à discuter avec mon... Enfin, je suis dans une équipe, tout se passe bien, tout ça, et un jour, mon patron s'en va. Mon responsable direct s'en va. Donc moi, ça m'intéresse, je me dis, je veux faire du management, pof, je postule. Et là, mon N+2 me convoque en entretien en me disant, écoute, voilà, bah, tu vas pas pouvoir avoir le poste. Je dis, ah bah mince, quelles sont les compétences qui me manquent pour avoir le poste, quoi. Il me dit, explique-moi. Il me dit, ah mais ça n'a rien à voir avec tes compétences. Je dis, ah, je vois bien où on va en venir. Et donc là, il me dit, je lui dis, bah alors vas-y, explique-moi le problème. Et il me dit, bah écoute, c'est un poste dans lequel il y a beaucoup de déplacements. Je dis, ah oui, et alors? Il me dit, bah en fait, dans ta situation, les déplacements, tu comprends, ça va être compliqué, tu vas être je veux pas te mettre en difficulté, machin. Je lui dis, est-ce que c'est vraiment ça le problème, ça? Si jamais il n'y avait pas les problèmes de déplacement, est-ce que j'aurais le poste? Il me dit oui. Je dis, donc je vais avoir le poste. Il me dit, bah non, je viens de t'expliquer que c'était pas possible. Et je lui dis, bah je vais t'expliquer pourquoi c'est possible. Tu es en train de me dire que je peux pas aller à Lille, à Strasbourg, ou je sais pas où pour faire une réunion, et je suis allé à Séoul et Barcelone pour faire les jeux. Explique-moi ton raisonnement. Et là, il est devenu tout vert, il m'a dit, je crois que j'ai dit une connerie. Je dis, merci de le reconnaître, est-ce que je vais avoir le poste? Et j'ai eu le poste. Mais parce que j'ai réussi à lui expliquer que son raisonnement était erroné, en fait. Vous voyez? Alors ça, c'est tous des exemples personnels que je vous mets en lumière pour poser un peu le cadre, sachant que, bien évidemment, j'en ai rencontré dans mon expérience personnelle et professionnelle beaucoup, mais aussi par rapport à toutes les personnes qu'on a accompagnées. Dans le premier boulot où j'ai été embauché, d'ailleurs, par exemple, quelques semaines plus tard, mon responsable change, l'autre responsable me convoque en entretien et me dit, je voudrais te montrer un truc dans ton dossier d'embauche. Et il me montre que le précédent qui m'avait recruté avait marqué, si on l'embauche et qu'on doit s'en débarrasser, on aura des problèmes, parce qu'il est handicapé. Bon, bah ok, d'accord, bah, voilà, mais bon, ils n'ont jamais eu de problème, mais quand même. Hein, bon, voilà. Donc, du coup, tout ça mis bout à bout, ça m'a amené à beaucoup réfléchir sur cette notion de regard, etc. Et pour vous mettre, alors là, je vous l'explique à partir de mon expérience, et pour vous mettre vous-même un peu en expérience de ce que ça peut vouloir dire, je vais vous demander de faire un petit exercice avec moi, un petit jeu avec moi. Comme on est en plus juste après le repas, ce sera bon pour digérer. Donc, je vais vous demander, si vous voulez bien, tous et toutes, de vous mettre debout. Enfin, ceux et celles qui le peuvent, évidemment. Hein. C'est bon? Et là, Angélique, elle kiffe. Parce qu'elle connaît déjà le truc, elle a beaucoup aimé. Ok? Bon. Alors, je vais vous demander de faire un petit exercice d'imagination. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, essayer d'imaginer que vous venez instantanément d'être téléporté sur une planète sur laquelle, à part vous, la totalité de la population mondiale est en fauteuil roulant. Vous êtes atteint d'une maladie génétique très très rare qui s'appelle l'antifauteuilite aiguë. Autrement dit, vous ne pouvez pas vous mettre en fauteuil. Hein, c'est pas juste un effet de votre volonté, ça n'est pas possible pour vous. Et vous êtes en recherche d'emploi. Et vous postulez dans mon entreprise, dont je suis le dirigeant. Autant vous dire que vous êtes mal barré. Alors ça n'a rien de personnel, parce que moi je vous connais pas. Mais quand même, je vous trouve bizarre. Vous êtes mal foutu quand même. Vous n'êtes pas comme les autres. Et ça me... Alors pour peu que vous soyez une femme noire en plus, alors là je vous explique même pas comment c'est un problème, quoi. Hein. Bon, évidemment, le premier facteur qui va se produire, c'est que, voilà, je risque d'avoir un peu peur de vous. Pour peu que j'ai eu une mauvaise expérience en plus avec quelqu'un qui était dans la même situation que vous, je vais avoir tendance à généraliser et à penser que toutes les personnes qui sont comme vous sont pareilles, quoi. D'accord? Bon, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On est mal barré, hein. Enfin vous surtout. Ouais, bon, ça c'est le premier frein qu'on va rencontrer au sujet de la non-discrimination. C'est l'idée qu'on se fait de quelqu'un, non pas en fonction de ce qu'il est, mais en fonction de ce qu'on pense qu'il est. On appelle ça des préjugés. Bon, imaginons, on y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais imaginons que tout ça,
on fasse l'abstraction de ça, que je me dise, bon, ok, allez, réfléchis, tu les connais pas, essaye de les rencontrer, parce que peut-être que finalement, c'est quand même des êtres humains, on sait pas, avec un peu de bol. Donc, je passe le cap et je me dis, ok, je vais quand même vous rencontrer en entretien. Bon, le problème, c'est que pour travailler dans mon environnement et dans mon univers, dans ma planète, vous allez avoir besoin de quelque chose dont moi, je n'ai pas besoin. De quoi s'agit-il? Je vous écoute. Ouais, un truc pour vous asseoir, quoi. Sauf que dans ma planète à moi, il n'y a pas de chaise. Qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une chaise? Non seulement j'en ai rien à faire, mais en plus, ça m'enquiquine. Parce que vous comprenez, moi, les chaises, ça m'empêche de circuler tranquillement. Donc, pour vous embaucher, vous, non seulement il va falloir que j'ai pas peur de vous, mais en plus, il va falloir que je vous dote de quelque chose dont les autres n'ont pas besoin. Franchement, vous êtes pénible. Bon. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Je vais recruter qui, d'après vous? Des gens qui sont comme moi. Comme ça, si je ne fais pas d'efforts spécifiques, si j'y réfléchis pas plus loin que ça, je vais plutôt avoir tendance à aller vers des gens qui me ressemblent, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous êtes content? L'injustice, la mise à l'écart, de l'exclusion, etc., etc., etc. Bon, je vous en prie, asseyez-vous. C'est comme je suis quelqu'un de super gentil, j'ai quand même acheté des chaises pour vous. Est-ce que vous percevez un peu la situation dans laquelle on est là? Là, on a juste inversé le prisme, en fait. Dans un sens, on se dit, ah ouais, mais les personnes handicapées, ça va être compliqué. Alors, mais encore une fois, on peut l'élargir bien au-delà du sujet du handicap, ce truc-là. Hein. On peut parler... On parlait tout à l'heure avec Angélique des métiers. Par exemple, vous avez des métiers chez vous, clairement, j'ai cru comprendre, qui étaient très genrés, en fait. On est convaincu que tel métier, ça va être pour les femmes, et tel métier, ça va être pour les hommes. Sans avoir forcément très bien réfléchi à est-ce que c'est vrai, en fait. Bon, là, ces métiers, le métier de manager, pour moi, c'était pas possible pour mon manager N+2 parce que j'étais en fauteuil. En fait, le problème qu'on a, c'est que nous, les êtres humains, on est construit autour d'un premier principe qui est celui de la représentation et de la généralisation de la représentation. C'est-à-dire de ce qu'on appellera les préjugés. On va, en fait, des stéréotypes, en fait. C'est-à-dire, on va classifier et mettre les gens dans des catégories. Et on va penser que ces catégories-là sont intrinsèquement porteuses d'un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, quand on est handicapé, on va penser que c'est plus compliqué, plus difficile, moins de compétences, plus souvent malade, plus absent ou peu importe. Voilà. Comme on va penser, par exemple, que les hommes sont incapables d'être multitâches. J'en entends qui disent déjà, mais oui, c'est bien vrai ça. Ben, ça dépend. Ça dépend des gens. Et puis que les femmes, elles n'ont pas le sens de l'orientation, par exemple. Alors il y en a qui vont me dire, mais bien sûr que c'est vrai. Non mais ça, tout ça, c'est des préjugés en fait. Parce que ça dépend. Ça dépend d'un individu dans une catégorie. Même si on peut dire qu'à un moment donné, dans certains cas, statistiquement, c'est peut-être vrai, ça ne veut pas dire que 100% des gens sont concernés. Et donc l'idée, si on veut être non discriminant, c'est de voir les gens, non pas en fonction de ce qu'on croit qu'ils sont, mais en fonction de ce qu'ils sont vraiment. Et pour ça, ça nécessite de ne pas coller aux gens des stéréotypes, des représentations sur la tête. Comme par exemple, toi, tu ne peux pas te déplacer normalement. Ben, t'en sais rien tant que tu ne m'as pas demandé déjà. Donc demande-moi, puis on verra. Moi, je vais te battre au tennis de table parce que je suis debout et que tu es en fauteuil. Ben vas-y, on va parier un resto. Et voilà. Et donc, dans les stéréotypes, c'est la première problématique qui se pose dans le domaine de la discrimination. La discrimination commence par les préjugés. Il ne marche plus, si? Il ne fonctionne plus. Ah, il refonctionne. Voilà. Les stéréotypes... Il me fatigue. Et ça va aller. Donc les stéréotypes sont le... Vous savez, vous en avez marre en fait, dites-le. Ça va aller ou pas? Tu lui dis des trucs qui l'agacent. Je lui dis des trucs qui l'agacent. Non, je répète, nous ne sommes pas en train de nous marier. Hein. Voilà, c'est bon? Ouais, ça marche. Et si ça met ça coupe, on recommence. Voilà, donc les stéréotypes, c'est le premier élément qui fabrique ce qu'on appelle des discriminations. Pourquoi? Parce qu'en fait,
on va se comporter avec les gens, avec une personne, non pas en fonction de ce qu'elle est réellement, mais en fonction de ce qu'on préjuge qu'elle est. Ce qui ne veut pas dire que c'est forcément faux. Ça veut juste dire qu'on n'est pas sûr que ce soit vrai. Ce qui est différent. Et dans la relation humaine, ça conditionne beaucoup de nos relations. C'est-à-dire que nous, on a un nouveau voisin qui arrive près de chez nous, on va se faire une idée de cette personne, peut-être même avant d'avoir discuté avec. Un nouveau collègue qui arrive ou une nouvelle collègue, pareil, etc., etc., etc. Mais quand on met ça dans des catégories, ben on va être amené à discriminer. Si quelqu'un a une question, une remarque, n'hésitez vraiment pas. Vous levez la main, bim, on y va. Ok. Donc, premier élément fondamental, c'est que, évidemment, quand on est handicapé, ben on va être vu d'abord par le prisme du handicap. Ce qui explique que parfois, des tas de personnes handicapées ne voudront jamais exprimer qu'elles sont handicapées, parce qu'elles ont peur du regard que les autres porteront sur elles. Parce que comme elles ont elles-mêmes des préjugés sur ce que les autres penseront, ben voilà. Parce qu'en fait, il y a trois grandes formes de stéréotypes. Il y a ce qu'on appelle l'hétérostéréotype. Alors l'hétérostéréotype, c'est quoi? C'est le stéréotype qu'on a sur les autres. Par exemple, moi, j'ai des stéréotypes sur vous. Parce que vous habitez au Mans. Et que quand même, c'est particulier quand même. Que vous bossez dans une entreprise de l'aéronautique et de la défense, notamment, et puis des tas d'autres facteurs qui peuvent s'additionner. Soit je me comporte avec vous selon mes préjugés, et du coup j'ai un hétérostéréotype sur vous, ce qui veut dire que ça va fausser notre relation, puisque en fait j'aurai une relation qui ne sera pas en fonction de ce que vous êtes vraiment, mais en fonction de ce que moi je pense de vous. Ce qui génère d'ailleurs très souvent ce qu'on appelle un effet Pygmalion, c'est-à-dire tu penses donc je suis. Tu penses de moi un truc, je finis par l'intérioriser et à m'y conformer. Et c'est comme ça que des personnes d'une certaine catégorie vont se comporter d'une certaine manière parce qu'ils s'attendent à ce que vous pensiez que vous allez se comporter comme... C'est compliqué, hein, mais... Donc ça, c'est l'hétérostéréotype. Deuxième stéréotype qui existe, c'est l'autostéréotype. C'est-à-dire c'est les stéréotypes qu'on a sur soi-même. Alors on peut se dire c'est complètement idiot, on ne peut pas avoir des stéréotypes sur soi puisqu'on se connaît. D'abord on ne se connaît pas si bien que ça parfois, et puis on peut finir par intérioriser ce qu'on entend ailleurs et à considérer qu'on doit se comporter comme tel. Ça c'est l'autostéréotype. C'est-à-dire moi j'aurais pu me dire, bah, les gens me disent tellement que je ne peux pas me déplacer que je me limite en déplacement parce que je crois que c'est pas possible en fait. J'intériorise le fait qu'on me dit que c'est pas possible et je finis par m'y conformer. Ça s'appelle l'autostéréotype. Et le troisième stéréotype, alors celui-là, accrochez-vous parce qu'il est encore un peu plus compliqué, c'est le métastéréotype. Alors ça, c'est le stéréotype qu'on a sur les stéréotypes que les autres ont sur nous. Je recommence? C'est le stéréotype qu'on a sur les stéréotypes que les autres ont sur nous. C'est-à-dire, je préjuge que les gens préjugent ça de moi, et donc j'en conclus que je ne peux pas faire ci ou pas faire ça. Par exemple, je préjuge que mon manager a des préjugés sur les personnes handicapées, donc je ne postule pas pour ce poste, puisque je pense que de toute façon, il me dira non. Je préjuge que les gens ont une vision négative du handicap, donc je ne vais jamais dire que je suis reconnu travailleur handicapé, puisque j'ai peur que les autres, ils aient des préjugés sur moi. Ça s'appelle le métastéréotype. On ne sait pas si c'est vrai ou pas. Ou je pense que cette entreprise est une entreprise élitiste, et donc du coup, moi qui suis une personne handicapée, jamais je vais postuler dans cette entreprise, puisque je pense que les gens étant élitistes, ils ne voudront jamais recruter une personne handicapée. Vous me suivez? Donc ça, c'est les trois grands types de stéréotypes qui existent, et c'est la base, ouais, c'est la base de la discrimination dite directe. Alors c'est vrai sur le handicap, mais c'est vrai sur toute autre chose. Voilà, ces métiers, c'est pas des métiers pour les femmes. Les gens qui sont noirs, ils sont comme ci. Les gens qui sont arabes, ils sont comme ça. Les gens qui sont ceci, cela, etc. Les vieux, les jeunes, machin, tout ça. Donc en fait, on laisse pas les gens être ce qu'ils sont. Décidément, ce truc, il m'agace. Et donc, sinon, je prendrai le micro. Comme tu veux. Ouais, je vais prendre le micro, parce que comme ça, tu me coupes le truc derrière, comme ça, je ne peux pas faire en doute, parce que sinon, vous m'entendez là? Il marche pas. Donc s'il marche pas non plus, lui... Ah, ça y est, c'est bon. Est-ce que c'est assez fort? C'est fort, ça? Vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon, allez, ok, je ne bougerai plus trop, pas trop. Voilà, donc du coup, ces trois types de stéréotypes, c'est la base de ce qu'on appelle la discrimination directe. C'est-à-dire que c'est celle qui a pour objet de discriminer.
Et c'est vrai sur toutes les couleurs, toutes les catégories, couleur de peau, origine, je sais pas, genre, orientation sexuelle, prénom, machin. Il y a même de la discrimination sur les prénoms. Imaginez, j'entendais récemment une émission, enfin un reportage très intéressant sur Kevin, le prénom Kevin. Je sais pas si vous l'avez entendu ce truc. Vous voyez l'idée le préjugé quand même. Vous rencontrez quelqu'un qui s'appelle Kevin, vous allez d'emblée penser qu'il est con, quoi. Ah, c'est quand même un truc de fou, quand même. Alors qu'à l'origine, il a été dit et que les Kevin en France se sont développés énormément du fait qu'il y a eu Kevin Costner. Et avec Kevin Costner, quand on le rencontre, on ne trouve pas qu'il a l'air con. Donc, vous voyez, ça se niche partout, en fait. Ces préjugés, ils se nichent partout. Et finalement, on peut tous être victimes de ça, quelle que soit sa spécificité, parce qu'on est toujours le bizarre ou le différent de quelqu'un d'autre. Donc voilà. Donc ça, c'est la base des stéréotypes. Deuxième élément quand même dans les stéréotypes, et je terminerai par là, c'est que dans les stéréotypes, vous en avez deux grandes formes. Vous avez les stéréotypes négatifs et les stéréotypes positifs. Alors c'est quoi? Les négatifs, c'est assez facile à comprendre. On va vous dire, les gens qui sont handicapés, ils sont moins performants, plus souvent malades, machin. Vision négative du truc. Voilà. Mais il y a aussi les stéréotypes positifs. Par exemple, les personnes handicapées sont super courageuses. C'est des conneries. Ça dépend lesquelles. Ou très motivées. Ou alors les gens qui sont noirs, ils ont le sens du rythme. Alors quand vous êtes noir et que vous avez le sens du rythme, on vous dit juste, c'est normal, t'es noir, t'as aucun mérite. Par contre, si t'as pas le sens du rythme, t'as vraiment l'air con, quoi. Vous voyez? Et donc si on pense que parce que vous êtes handicapé, vous êtes hyper motivé, si vous êtes juste normalement motivé, on va dire, dis donc, pour une personne handicapée, t'es pas tellement bien motivé, toi, quand même. Et donc c'est une arnaque, en fait. On va être dans la surexigence. Donc, quelle que soit l'attitude qu'on a, à partir du moment où on est gouverné par ces préjugés, on est discriminant et ça a un effet négatif sur les gens. Donc, premier élément, si vous voulez, vous avez le choix, vous faites ce que vous voulez. Enfin, en France, c'est interdit de discriminer, mais c'est interdit de rouler à 200 sur l'autoroute. Pourtant, il y en a qui le font. Donc, bien évidemment, il y a des gens qui sont discriminants. Si vous voulez, vous, être non discriminant, ce que je vous invite à faire, parce que, en fait, se dire... je ne veux pas avoir de préjugés. Moi, il y a des gens qui me disent, moi, j'en ai pas des préjugés. Bien sûr, tu peux toujours pas. Tu crois, je vais te croire. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je travaille là-dessus, voire plus, et j'ai toujours des préjugés. J'en ai toujours plein. Ce que j'essaye juste de faire, c'est de les conscientiser pour éviter qu'ils gouvernent mes actes. Et donc, en fait, dans le processus, ce qui est important, c'est pas le stéréotype lui-même ou le préjugé, c'est le biais décisionnel qu'il induit. C'est-à-dire, c'est l'attitude que va générer ce biais chez moi, enfin, ce préjugé chez moi. Et donc, si vous voulez être non discriminant, vous pouvez toujours avoir des préjugés. De toute façon, c'est pas vous pouvez. Vous aurez toujours des préjugés, parce qu'on ne peut pas ne pas en avoir. Mais vous allez être attentif au fait que ce ne soit pas ça qui gouverne votre relation. Donc ça, c'est un premier élément. Et d'ailleurs, juste pour terminer là-dessus, qu'est-ce qui est important? Enfin, pourquoi c'est important et que de toute façon, on ne peut pas ne pas avoir de préjugés. Parfois même, c'est utile d'avoir des préjugés. Imaginons, vous êtes en Afrique, vous êtes en train de marcher dans la savane. Vous voyez une lionne qui s'approche de vous. Vous avez deux comportements possibles. Le premier, c'est « je ne veux pas discriminer les lions ». Donc je ne veux pas avoir de préjugés sur les lions. J'attends pour voir ce qui se passe. Je vous le déconseille quand même. Le deuxième, c'est vous avez un préjugé sur les lions. Vous dites, oh là là, les lions, c'est dangereux de base. C'est peut-être pas toujours dangereux, parce qu'il peut-être vient juste de manger une gazelle, la pas faim, ou j'en sais rien, mais enfin, peut-être ne pas prendre le risque. Donc je vais me barrer, en fait. Je vous invite à avoir des préjugés. Donc en fait, les préjugés, ça peut être intéressant, ça peut être utile. Mais il faut savoir en avoir conscience et savoir quand est-ce qu'on les mobilise ou pas. Ok? Donc ça, c'est le premier phénomène. Donc si vous êtes dans ma planète, si moi je suis gouverné par vos préjugés, vous ne trouvez pas de boulot. Parce que je vous trouve bizarre, je vous trouve étrange, j'ai peut-être eu une expérience malheureuse avec quelqu'un qui était comme vous, et donc du coup j'ai pas envie de reprendre le risque, machin, etc. Donc je ne vais pas le faire. Ok? Bon, donc si vous voulez être non discriminant, à votre tour, et si vous voulez pas exclure, parce que tout à l'heure vous avez dit je me sens exclu, mis de côté, etc.,
ou injuste, ou traiter de manière injuste, si vous n'avez pas envie de faire aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse à vous, ben, vous êtes vigilant là-dessus. Premier élément. OK? Et ça, c'est vrai pour tout le monde, c'est pas spécifique aux personnes handicapées, c'est vrai pour n'importe quelle forme de spécificité ou de singularité. Deuxième chose, alors du coup, j'en profite pour vous poser la question. Est-ce que, du coup, avec ce que je viens de vous dire là, vous seriez, vous, qui serait d'accord, ou plutôt qui serait opposé au fait de travailler au quotidien avec un handicapé? Qui serait opposé à ça? Qui ne veut pas travailler avec un handicapé? Ou qui serait d'accord, plutôt on va le poser dans le positif, tant qu'à faire, qui serait d'accord pour travailler avec un handicapé? Levez la main. Tout le monde. Et donc, la majorité a toujours tort. Il est complètement fou, ce type. Il vient nous parler de ça, il nous dit qu'il ne faut pas le faire. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que vous voudriez bien travailler avec des Noirs? Avec des Juifs? Avec des vieux? Avec des gros? Avec des Lyonnais? Pas sûr. Avec des Corses? Oh là là, encore pire. J'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. Bon, ben, la réponse est non, en fait. Vous allez me dire, mais pourquoi? Ben parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est handicapé comme mot à l'origine? Au plan grammaire. Alors on va faire de la grammaire de CM1. Pour certains, ça va faire longtemps. Donc, qu'est-ce que c'est comme mot, le terme handicapé? Au niveau grammatical, c'est quoi comme type de mot? C'est un adjectif. Un adjectif qualificatif. D'accord? Donc un adjectif qualificatif, ça a pour objectif de qualifier. De qualifier quoi? Un nom. Alors un nom en grammaire, ça s'appelle un substantif. Donc dans substantif, la racine, ça veut dire substance. Quand je vous dis, est-ce que vous voulez bien travailler avec un handicapé? Il est où l'adjectif qualificatif? Il n'y en a plus. L'adjectif qualificatif a été transformé en substantif. Autrement dit, c'est devenu la substance de la personne. Exemple. Angélique, que je connais depuis un petit peu de temps. T'es mon bouc émissaire, excuse-moi. C'est de ta faute si je suis là. J'assume. Donc Angélique, que je connais un petit peu, je ne sais pas si vous la connaissez bien, mais en tout cas moi qui ai commencé à discuter avec elle, je trouve qu'elle est très psychologue. Qu'est-ce que vous entendez si je dis ça? Qu'est-ce que vous comprenez? Alors, il y en a qui vont dire elle est à l'écoute, elle est bienveillante avec les gens, etc. Bon, ça dépend de la représentation ou des stéréotypes qu'on a des gens qui sont psychologues. Ça peut être aussi, elle est prise de tête, je comprends rien de ce qu'elle me dit. Bon. Maintenant, si je vous dis, Angélique est une psychologue, qu'est-ce que vous entendez? C'est son métier. Eh bien, vous savez quoi? Handicapé, c'est pas mon métier. Autrement dit, je ne suis pas un handicapé, je suis une personne handicapée. Alors vous allez me dire, oh, c'est pareil. Non, ça n'a rien à voir en fait. En fait, quand on dit un handicapé, on réduit la personne à ça. Il n'y a plus que ça qui compte en fait. Vous voyez? Et donc ça fabrique des stéréotypes. Donc c'est juste un petit mémo pour se dire, bah ok, quand je réduis une personne à une de ses spécificités, finalement, ça essentialise cette caractéristique et ça fait que cette personne se réduit à ça. Ok? Bien. Donc est-ce que vous êtes d'accord pour travailler avec des handicapés? Non. Avec des personnes handicapées? Oui. Ok? Bien. Cela étant dit, maintenant, passons à la deuxième étape. La deuxième étape, vous me direz à quelle heure il est, parce que j'ai aucune idée. Moi, je peux parler 12 heures, hein, donc... Donc, deuxième élément important, c'est que, comme je vous l'ai dit, quand vous êtes sur ma planète, vous allez avoir besoin de quelque chose dont moi, je n'ai pas besoin, on est d'accord? Ça s'appelle une chaise. Ok. Donc, le problème de chaque individu, et notamment des personnes handicapées, mais pas que, c'est que pour pouvoir arriver dans un environnement, on va se retrouver dans une situation où il va peut-être falloir adapter l'environnement à la personne. Or, dans les entreprises, on a plutôt tendance à essayer de trouver des candidats qui s'adaptent à l'entreprise. Et pourtant, depuis 1993, il est écrit dans le Code du travail, c'est le travail qui doit s'adapter à l'homme et non l'inverse. Mais c'est pas culturel, quoi.
Parce qu'on est dans un pays quand même qui est construit autour de 3 notions fondamentales, hein, la liberté, l'égalité, la fraternité. Alors, liberté, fraternité, c'est très intéressant, mais on va s'occuper plutôt du concept de liberté, d'égalité, pardon. Et dans le concept d'égalité, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que nous sommes tous égaux? Ben non. Non, on n'est pas égaux. Et est-ce qu'on voudrait être tous égaux? Ben non, parce que si on était vraiment tous égaux, ça veut dire qu'on serait tous identiques, en fait. Donc nous ne sommes pas égaux. Alors évidemment, derrière la notion d'égalité républicaine, il y a quelque chose qui va au-delà de la pure égalité formelle. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit un jour, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Qui c'est qui a dit ça? Eh non, Coluche, il a repris. Celui qui l'a dit au départ, c'est George Orwell, dans un livre magnifique qui s'appelle La ferme des animaux. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille, il est formidable. Et Coluche, il a rajouté, lui, il l'a repris et il a rajouté, et il y en a qui seront petits, noirs et malades, et pour eux, ce sera très dur. C'est ça qu'il avait dit. Et donc, le truc, c'est que on n'est pas égaux. Et pourtant, on est construit dans une république autour de ces 3 notions. Et ça fait une dissonance cognitive qui est quand même importante. Parce que du coup, dès qu'on va faire différemment pour quelqu'un, le risque qu'on va percevoir, c'est ça va être perçu comme étant un traitement de faveur. Or, évidemment, si vous prenez quelqu'un, par exemple, je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, je viens ici, au Mans, d'accord? Je prends le train pour venir au Mans. Eh bien, quand je prends le train, je sais pas si vous le savez, mais le train en France, en tout cas les TGV, ne sont généralement pas accessibles aux personnes en fauteuil. Donc moi, à chaque fois que je prends le train, je l'évoquais tout à l'heure pour repartir d'ici, il faut que j'arrive au moins 30 minutes avant le départ du train. Parce qu'il faut que quelqu'un vienne me prendre en charge et m'aide à monter dans le train, machin, tout ça, donc il faut un délai. Donc il faut que 30 minutes avant, je sois dans la gare. Si jamais je ne suis pas là 30 minutes avant, ils me disent, on ne peut pas vous monter dans le train. Donc à chaque fois que je prends le train, ça va me bouffer une demi-heure de ma vie, en fait. Enfin, sauf si vous adorez attendre sur un quai de gare, c'est quand même pas le truc le plus cool, eh bien, en fait, vous perdez une demi-heure de votre vie quand vous êtes dans cette situation-là. Et non seulement ça, mais il faut que je pense au moins 24 heures à l'avance à faire une demande en ligne, maintenant c'est en ligne, c'est mieux, en ligne, pour demander une assistance. Si j'oublie et que j'arrive, ils me disent « Ah non, vous n'avez pas demandé votre assistance, donc on ne peut pas vous monter dans le train. » Donc ça me prend une charge mentale complémentaire, plus du temps. Et donc, il y a un concept qui a été créé dans la loi de 2005 et qui est absolument fantastique pour moi. Il y a un concept qui s'appelle le concept de compensation. Alors ça, c'est une notion essentielle, mais pas que pour les personnes handicapées encore, on le verra. Parce que par exemple, vous embauchez un nouveau collaborateur ou une nouvelle collaboratrice dans votre équipe. La personne arrive. Le premier jour, est-ce que vous estimez qu'elle va être aussi performante que ceux qui ont 10 ans d'expérience? La réponse est évidemment non. Donc qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir la former, l'accompagner, la tutorer, lui donner plus de temps, etc., etc. Donc, il va falloir compenser son handicap, parce que c'est une forme de handicap, dans son environnement professionnel. D'accord? Et ça n'a rien à voir avec le handicap, en fait. C'est juste que le fait qu'elle soit débutante, ou qu'elle vienne d'arriver, c'est une forme de handicap. Et le management, de base, ça devrait être la gestion de la compensation pour tous les collaborateurs, quels qu'ils soient, en fait. En fonction des singularités de chacun. Il peut y avoir des gens qui sont aidants familiaux, des gens qui n'ont pas telle compétence, qui ont du mal à s'exprimer en public, voilà, etc., etc. Et tout ça, on doit le prendre en compte dans le management. Le handicap, l'avantage du sujet, entre guillemets, du sujet du handicap, c'est qu'on ne peut pas faire l'impasse de ça. Parce que si vous embauchez quelqu'un comme moi, par exemple, et que vous le mettez dans un bureau qui est au 2e étage sans ascenseur, ça va juste être pas possible, en fait. Si vous embauchez une personne sourde, et que vous dites c'est à toi de te débrouiller tout seul et on fait rien pour adapter ton environnement, ce ne sera pas possible non plus. Donc on conçoit assez facilement que si on veut ne pas être discriminant vis-à-vis des personnes handicapées, non seulement il ne faudra pas se focaliser sur les préjugés qu'on a sur eux, mais en plus, il faudra prendre en compte leurs besoins spécifiques, comme on devrait le faire d'ailleurs pour n'importe quel salarié, mais en prenant en compte la dimension du handicap, qui peut être à 3 niveaux. Le niveau de la personne elle-même. Moi, par exemple, quand je prends le train, il faut que je compense moi-même, parce qu'il faut que j'appelle avant, etc., etc. Quand j'étais chef d'entreprise, je déléguais ma compensation à mon assistante,
qui gérait tout ça, mais il fallait quand même bien que j'arrive une demi-heure à l'avance. Deuxièmement, le collectif de travail, qui peut être amené à devoir compenser. Si vous embauchez une personne sourde dans une équipe, il faudra peut-être que l'équipe s'adapte à ça, et par exemple adapte sa communication, etc., etc. Et donc ça, c'est de la compensation, au même titre que quand vous embauchez un nouveau collaborateur, les autres vont peut-être devoir lui donner un coup de main, prendre un peu de temps pour s'occuper de lui ou elle, etc. Et puis troisièmement, l'entreprise peut être amenée à compenser. Pour un nouveau collaborateur, ça va être de la formation, des outils, je sais pas, des documentations, plus de temps, etc. Pour la personne handicapée qui est sourde, par exemple, ça va être le fait de le doter d'une boucle magnétique, d'avoir un interprète, payer un interprète, etc. Donc, en fait, on va adapter et compenser finalement le désavantage subi par la personne du fait de sa situation de handicap. Et cette notion de compensation, c'est la base de ce qu'on appellera l'équité. L'équité, c'est au-delà de l'égalité. L'égalité, c'est je réponds à tout le monde pareil. L'équité, c'est je réponds à chacun en fonction de ses besoins. Par exemple, quelqu'un qui est aidant familial, si on veut être équitable, on va prendre en considération cette dimension dans ses objectifs, dans son organisation de travail, dans sa relation aux autres, etc., etc. Et on peut transposer ça à toute forme de spécificité. Donc, la base de la non-discrimination va passer par deux notions. La première, éviter que ce soit ces biais décisionnels nos biais décisionnels qui nous gouvernent dans la relation à l'autre. Deuxième, être en capacité de prendre en compte les spécificités de la personne dans l'exigence qu'on va avoir ou dans la relation qu'on va avoir, c'est-à-dire accepter de compenser les conséquences de la spécificité dans l'environnement de travail, qui devrait probablement être, selon moi, en tout cas, la base de tout acte managérial. La problématique que ça pose, c'est qu'une fois qu'on peut se dire, ok, bon, ça marche, on est d'accord, mais en fait, déjà, il y a plusieurs choses qui sont encore importantes à ajouter par rapport à ça. Premièrement, nous, les êtres humains, on est vachement favorables à l'équité quand c'est pour nous. Puis quand c'est pour les autres, on a plutôt envie que ce soit de l'égalité. Parce qu'on a du mal à piger, parfois, pourquoi c'est de l'équité. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre quand est-ce qu'on est dans un traitement équitable ou quand est-ce qu'on est dans ce qu'on appellera, parfois un peu usé à toutes les sauces, la notion de discrimination positive. Autrement, toi, t'es avantagé, en fait, par rapport à moi. Oui. Alors, on va prendre un exemple pour illustrer ça. Imaginons que nous soyons tous à Paris. On est tous à Paris et on va prendre le taxi. Okay, vous êtes tous et toutes en train d'attendre à la file de taxi. Moi, j'arrive et je vous passe devant. Est-ce que vous estimez que c'est juste, que c'est équitable, que c'est normal, en fait, en gros, que vous estimez ça adapté et juste, ou est-ce que vous estimez que c'est un traitement de faveur? Sachant que je peux prendre n'importe quel véhicule, que si on va faire un tour dans la rue, c'est pas sûr que ce soit moi qui aille moins vite, bon, à part évidemment certaines qui courent trop vite, mais bon, ça, pour d'autres, voilà. D'après vous, est-ce que c'est légitime, juste, équitable que je vous passe devant? Alors, soit vous estimez que c'est de la compensation d'un désavantage que je subis, soit vous estimez que c'est un traitement de faveur. Donc on va faire un petit sondage. Qui pense, alors avant que vous répondiez, un petit élément de ce complémentaire, si vous dites que c'est de la compensation, il va falloir vous expliquer pourquoi. Parce que si c'est de la compensation, ça veut dire que c'est juste. Si c'est juste, on doit pouvoir le justifier. Donc, qui pense que c'était pour baisser les mains. Qui pense que c'est de la compensation? Levez la main. Ok. Qui pense que c'est un traitement de faveur? Qui ne pense pas dans cette salle? Il y en a un paquet là. Je m'inquiète. Qui est le dirigeant de la structure ici? Vous devriez vous interroger hein, quand même, hein, je ne sais pas, mais bon. Bien. Alors, ceux qui estiment que c'est de la compensation, relevez la main, s'il vous plaît. Ok. Tiens. Pourquoi la compensation? Pourquoi? Parce que du coup, vous allez mettre une demi-heure sur le quai pour rejoindre votre... Non, mais j'ai pas pris de train, là, aujourd'hui. J'habite à Paris, moi. Okay, mais... Vous aussi, d'ailleurs. Nous habitons tous à Paris, d'ailleurs.
Nous invitons tous à Paris. Du coup, en règle générale, finalement, c'est pour compenser sur la perte de temps que vous pourriez avoir sur d'autres... Que vous pourriez avoir. Ouais. Donc ça, c'est un préjugé, en fait. Ouais, ok, c'est parfait. On est d'accord? On est d'accord. C'est pas sûr. Vous n'en savez rien du tout, en fait. On est d'accord? Ouais. Et donc, à partir du moment où c'est un préjugé, c'est pas bon. Ah bah, c'est pas la bonne explication. Bah, enfin, si c'est vraiment de la compensation, ça peut pas servir de justification, parce que le problème, c'est que vous n'en servez rien, en fait. Peut-être que c'est pas le cas. Oui, tout à fait. Et donc, dès qu'on va avoir une réponse basée sur un préjugé, c'est de la discrimination, alors en l'occurrence positive, là, puisque vous allez avoir un choix, vous allez me donner finalement potentiellement un avantage par rapport aux autres, parce que vous ne savez pas si j'ai un désavantage à compenser. Donc si vous voulez être équitable, c'est-à-dire qu'il faut comprendre la situation de l'individu. Évidemment, là, je ne vous ai pas donné tous les éléments, ce serait trop facile, mais il faut comprendre la situation de l'individu pour pouvoir vraiment compenser les conséquences. On est d'accord? Bien. Qui d'autre veut m'expliquer pourquoi c'est de la compensation? Oui? C'est peut-être moins pratique. Enfin, pas tous les taxis peuvent. Je peux monter dans n'importe quel taxi, moi. Et je ne mets pas plus longtemps que vous pour rentrer dans le taxi, franchement. Oui. Ok, vous avez Voyez? Au métro, non? C'est pas... Ah, ça commence à devenir intéressant, là. Allez-y. La difficulté de prendre le métro, enfin... Bah, pas la difficulté. Ou l'impossibilité. L'impossibilité. Eh oui. En fait, je n'ai pas le choix. La compensation, c'est une réponse à un non-choix. À partir du moment où on a intégré ça, je vous dis que le management, c'est vachement plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce que c'est un métier très difficile. Mais c'est beaucoup plus facile, parce qu'en fait, la réponse à une situation singulière doit premièrement représenter un non-choix. Ce qui fait que quand je suis à Lyon, où tous les transports en commun sont accessibles, je fais la queue au taxi. Parce qu'à Lyon, j'ai le même choix que vous. Vous voyez la différence? Ce qui montre bien que la compensation, c'est une question situationnelle. C'est un environnement qui me met dans une situation de handicap que je vais essayer de compenser. Est-ce que c'est clair? Pardon? Très clair. Mais non, ne te laisse pas passer devant quand vous faites la queue à Lyon, pour le taxi. Ah bah si, mais moi je veux pas. C'est comme par exemple, moi, je vais faire mes courses. Par Ouais, exemple. c'est ça. Ok, je commence. Les gens me disent passez devant. Mais pourquoi faire? Non, vous êtes dans un fauteuil après. Pardon? Je pouvais attendre, moi j'étais en Bah je peux attendre comme tout le monde. Non mais oui, je peux attendre comme tout le monde. Donc c'est même, en fait, ça me ramène à mon handicap, vous voyez, ça me réduit à ça en fait. Ça me donne l'impression que la personne ne me regarde qu'à travers ce prisme. Alors ça ne veut pas dire que toutes les personnes handicapées ne veulent pas bénéficier de traitements de faveur, parce que comme n'importe quel être humain, on peut avoir envie de se faire plaisir en étant favorisé par rapport aux autres. Mais si on veut être équitable dans le management, dans la gestion en entreprise, etc., bah c'est essentiel de bien mesurer cette question de non-choix. Ok? C'est clair pour vous? Mais il y a encore un autre phénomène qui est important. Parce que imaginons que vous êtes en train d'attendre à la file de taxi et que vous avez 2 millions de personnes en fauteuil qui arrivent. Est-ce que vous allez attendre que ces 2 millions soient passés avant de prendre le taxi? J'exagère évidemment, mais c'est pour vous montrer le truc. Ou bien, imaginons que pour pouvoir embaucher une personne, il faille raser tous vos locaux et les reconstruire. Bah, à un moment donné, non. Ça ne veut pas dire que c'est pas juste et que c'est pas un non-choix. Ça veut juste dire que la compensation est non raisonnable. Et c'est écrit dans la loi comme ça. La loi de 2005, c'est une loi qui repose sur un concept fondamental qui est le concept de compensation raisonnable. Autrement dit, il va falloir être en capacité de se poser la question de savoir si l'effort à faire pour adapter, compenser, n'est pas disproportionné par rapport au contexte. Et c'est ce qui permet de dire non à l'adaptation sans que ce soit discriminant. C'est-à-dire si sur le principe on est opposé à la notion de compensation, on est discriminant. C'est de la discrimination, on appelle ça de la discrimination
indirecte, mais c'est de la discrimination quand même. En revanche, on a le droit de dire non si l'effort à faire est disproportionné. Ok? Et ça, c'est vrai aussi sur n'importe quel acte managérial, finalement. Vous avez quelqu'un qui vous dit, oui, mais moi, compte tenu de ma situation personnelle, quelle qu'elle soit, eh bien, j'ai besoin qu'on adapte mes horaires de telle et telle manière. Si on veut être équitable, on va s'interroger au fait de le faire. Parce que si c'est une réponse à un non-choix de la personne, ça permet d'être, on va dire, juste et équitable et équilibré. Sauf que, par exemple, si imaginons, vous avez quelqu'un qui vous dit, je veux passer en 4/5e le mercredi. Une personne dans une équipe de 10, qui fait de la outline. Vous allez dire, bah, pourquoi pas alors, il y a des règles légales, mais au-delà des règles légales, pourquoi pas? On va y réfléchir, machin. Supposons qu'on dise oui. Il y a une deuxième personne qui vous dit ça. Il y a une troisième, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e. Bah, à un moment donné, vous allez dire, non, mais sinon le mercredi, il n'y a plus personne pour répondre. Donc c'est pas possible. Donc c'est pas raisonnable, en fait. Et l'intérêt du handicap, c'est qu'on est obligé de se poser cette question et que ça nous amène à réfléchir beaucoup plus globalement sur les pratiques managériales pour chacun. Ça va amener des sujets comme les aidants, ça va amener des sujets comme les gens qui ont des problèmes perso, comme plein de sujets en fait. Mais hyper intéressant parce qu'on va se poser cette question. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Ça veut juste dire qu'on a le droit de se poser la question et d'adapter l'environnement pour le rendre compatible avec la personne. Parce qu'on a intérêt à ça, parce que plus la personne sera bien dans son environnement, mieux elle sera dans le travail et tout le monde sera gagnant. D'accord? Donc en fait, ce qui est intéressant avec le sujet du handicap, c'est que manager une personne handicapée, c'est manager une personne différente, ben en fait c'est un pléonasme. C'est juste la base du management, quoi. Et donc, ben, les préjugés vont être le premier frein, la compensation ou l'équité va être le deuxième élément à prendre en compte, et alors troisième élément absolument essentiel, c'est que quand par contre, et c'est vrai pour tout acte managérial, quand je vais donner une réponse spécifique à quelqu'un de singulier, donc en gros quand je vais compenser, ce qui est essentiel, c'est de l'expliquer aux autres de l'équipe notamment. Parce que sinon, comme je disais tout à l'heure, on est plus pour l'équité pour nous et l'égalité pour les autres. Quand les autres vont voir que la personne est traitée ou elle a une réponse différente, singulière par rapport à elle, elle va considérer que c'est un traitement de faveur. Si on ne lui explique pas que c'est de la compensation, la personne va penser que c'est un traitement de faveur. Et moi, j'ai vu des exemples fantastiques. Par exemple, dans une entreprise, il y avait une dame, elle avait un fauteuil ergonomique dont on l'avait doté parce qu'elle avait des problèmes de dos, machin, etc. Mais comme on l'avait expliqué à personne d'autre, les autres ont trouvé ça dégueulasse qu'elle, elle en ait un et pas eux. Et donc, ils ont pris le fauteuil et ils l'ont caché. Voilà, vous avez eu un autre, bah, il y en a plein, hein, mais un autre petit exemple sympa. Un jour, on va dans une entreprise et ils avaient embauché une personne qui était autiste. Et donc, je ne sais pas si vous savez, mais les gens qui sont autistes, ils ont un comportement atypique, on va dire, et ils ont souvent, très fréquemment, sans vouloir généraliser, des troubles, enfin, ou des difficultés à appréhender l'humour. Et donc, ils nous avaient appelés en disant, est-ce que vous voulez venir nous aider? Parce que là, on ne sait plus s'en sortir, ça va pas, ça se passe mal. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, on commence à expliquer tout ça. Et la personne de chez nous qui était intervenue avait dit, bon bah, vous savez, les personnes autistes, elles ont souvent un lien avec l'humour qui est différent parce que comme elles ne comprennent pas trop l'humour, on leur explique qu'il faut qu'elles fassent de l'humour pour se faire intégrer dans un collectif. Donc, du coup, l'humour qu'elles font, elles ne le comprennent pas elles-mêmes toujours très bien et donc vous la comprendrez peut-être pas trop. Ah oui, d'accord, ok. Et autre élément, c'est que par exemple, souvent dans une entreprise, quand vous embauchez une personne autiste, ou une personne handicapée, comme on est gouverné par ses préjugés, on se dit il va falloir qu'on l'accompagne, qu'on l'aide, machin, donc on va lui proposer d'aller manger ensemble tous les jours. Et puis les gens qui sont autistes, des fois, ils en ont rien à foutre et ça ne leur intéresse pas plus que ça. Et le gars qui était là, la personne autiste qui était là, il dit ah oui, parce que moi, ils veulent tout le temps que je mange avec eux, ça me gonfle. Et donc les gens disent ah oui, quand même, on fait ça pour lui. Bah oui, mais non, parce que justement, vous n'êtes pas compris, quoi. Et alors, à la pause de l'intervention, il y a une personne qui vient voir notre interlocutrice, enfin notre consultante, et qui lui dit on a un autre problème, c'est qu'en fait, dans notre équipe, on a 2 stagiaires, et nous, on a l'habitude d'appeler les stagiaires esclaves numéro 1 et esclaves numéro 2.
Et alors, notre recruté qui est autiste, lui, comme il voulait faire de l'humour, mais qui comprenait pas trop le truc, il les appelait pute numéro 1 et pute numéro 2. Et donc, ils étaient hyper choqués. Et notre consultante, elle leur dit, mais vous trouvez pas quand même que déjà d'appeler les gens esclaves numéro 1, esclaves numéro 2, c'est très choquant quand même. Bon, bah, du coup, il faut expliquer les choses. Les spécificités, il faut les expliquer. Alors, on peut me dire, oui, mais oui, mais du coup, si les gens veulent pas qu'on l'explique, bah, à ce moment donné, il faut expliquer aux gens que si on n'explique pas, ça va mal se passer. Donc, il faut les accompagner dans leur capacité à en parler. Et on va pas parler du handicap de la personne. On va parler de ses besoins spécifiques. Au même titre que moi, dans mon entreprise, un jour, j'ai une de mes collaboratrices qui me dit « Je voudrais bien partir le vendredi à 15h parce que mon fils qui est handicapé, il revient à 15h, il faut que je le récupère, machin. » Je dis « D'accord, mais on va adapter tes horaires, ça se gère sans problème. Mais par contre, il va falloir l'expliquer aux autres, sinon ils ne vont pas comprendre. Ah non, je ne veux pas qu'on en parle. » Je dis « Ah ben, dans ce cas-là, non, on va pas le faire. » Tu comprends? Moi, si jamais les autres, je leur dis que toi tu pars à 15h, ils vont me dire « Mais pourquoi nous, on ne peut pas partir à 15h ?» Enfin, c'est un vrai bazar, quoi. Donc la pédagogie autour de ça est importante. Okay, et puis, peut-être un dernier élément pour rester dans les clous et pouvoir poser 2-3 questions si vous le souhaitez. Un autre élément qui est important, c'est qu'on ne parle pas du handicap de la personne. Pourquoi? Parce que regardez, si vous me demandez ce que j'ai moi, et que je vous réponds, j'ai le syndrome de l'air dans l'os. Voilà. Ben, vous êtes bien avancé. Alors, vous allez me dire, le syndrome de l'air dans l'os, ça doit être qu'il a de l'air dans les os, donc ça doit être la maladie des os de verre. Il est fragile. Ou alors, il a de l'air dans les os, donc il est plus léger que les autres, il doit s'envoler, il faut qu'on l'attache au sol. Alors non, pas du tout. Hein. Parce que l'air est dans l'os, c'est les 2 médecins qui ont découvert la pathologie. Hein. Donc ça n'a strictement rien à voir. Ok? Donc, et puis imaginez, vous demandez à quelqu'un ce qu'il a, il vous dit « Je suis schizophrène à tendance paranoïaque. » Ah oui, je suis dans la toundra, il y a une lionne qui s'approche de moi là. Ok? Bon, donc c'est pas la pathologie qui va être importante, c'est les conséquences de la pathologie, comment on va pouvoir les compenser, etc. Ok? Vous voyez l'idée? Bon, je crois qu'on est dans les temps là. Je vais vous proposer quand même, si vous avez encore 2-3 petites remarques, questions, interventions, n'hésitez pas, sauf si on me coupe la parole ou le micro, mais on peut quand même répondre à 2-3 questions. Là j'ai beaucoup parlé, mais vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Allez-y, n'hésitez pas. Ne soyez pas timide. Je vous jure, je ne mords pas. Non? Oui. Pour revenir tout à l'heure au tramway. Ouais. Du coup, j'ai la phobie de la foule et tout, et je peux pas prendre le tramway non plus, mais c'est un handicap quand même, mais ça se voit pas sur moi. Oui. Donc en fait, j'attends aussi mon taxi depuis longtemps et j'ai pas trop envie de vous laisser passer parce que si je peux pas prendre le métro. Mais on va tous les deux dans le métro, quoi. Mais en fait, c'est pas parce que votre handicap ne se voit pas qu'il n'existe pas. Voilà. Donc ce qui est important, c'est pas la visibilité du handicap, c'est l'existence ou pas de conséquences et de besoins spécifiques. Donc bien évidemment, si on est dans une file de taxi et que vous êtes devant moi, je vais mobiliser mon droit à compensation parce que je sais que j'y ai droit. Mais vous avez tout à fait le droit de me dire « Ah non, mais moi j'ai un droit de compensation aussi parce que je suis agoraphobe par exemple et que je supporte pas la foule et que j'ai besoin de ça. » Alors après, dans l'idéal, quand on a une reconnaissance officielle de ça, on peut le mobiliser, mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% des handicaps ne se voient pas. Et c'est pas parce qu'ils ne se voient pas qu'ils n'ont pas de conséquences et qu'ils n'existent pas et qu'il ne faut pas mobiliser des droits à compensation. Donc vous avez complètement raison. Bien évidemment, si vous me dites, bah, ce serait légitime que je passe devant vous, moi je vais vous dire, non, mais rien à voir. Non, bien sûr que si, que je vais vous dire oui. D'ailleurs, c'est pas vrai qu'avec le handicap. Ça m'est arrivé une fois, j'étais dans une file de taxi, il y a un monsieur qui arrive avec une valise, il me dit, écoutez, est-ce que je peux passer devant vous? Parce que j'ai mon prochain train, il est dans un quart d'heure, si je prends pas le prochain taxi, c'est sûr que je pourrai pas avoir mon train, et c'est le dernier de la journée. Moi je lui ai dit, allez vous faire foutre, quoi. Ah non, je l'ai laissé passer, hein. Parce qu'il avait un droit à compenser. Enfin, oui, il avait moins le choix que moi, quoi. La question de la relation à l'autre et de la vie en société,
Alors aujourd'hui, dans le contexte actuel international, et voilà, on peut se poser des tas de questions là-dessus. Hein. Mais moi, ma vision du monde, en tout cas, telle que dans un monde dans lequel j'ai envie d'habiter moi, c'est de dire, je vais prendre en compte les autres. Je ne vais pas prendre en compte que moi, je vais prendre en compte les autres. Et donc si les autres, ils ont besoin d'une compensation, je vais accepter de leur donner, quoi. Parce que je préfère vivre dans un monde comme ça. C'est même pas pour eux que je le fais, c'est pour moi, en fait. Parce que moi, je trouve que c'est un monde plus agréable à vivre. Vous voyez? Oui? Moi, je reviens sur les caisses prioritaires handicapées quand on va au supermarché. Alors, excusez-moi, je coupe juste une seconde. Les caisses... Voilà, parce que les caisses prioritaires handicapées, moi j'y vais pas, parce que si elles sont handicapées, elles ne fonctionnent pas. Donc, c'est comme les toilettes handicapées, hein, j'y vais pas moi. Hein, parce que ouais, les toilettes handicapées, ça veut dire qu'elles sont bouchées, tout ça. Donc, les toilettes pour personnes, les caisses pour les personnes à mobilité réduite. Oui. Voilà. Oui. Moi, j'ai pas envie qu'on laisse passer. Voilà, si vous êtes là, il y a des mondes où vous allez passer quand ce sera votre tour, par exemple. Oui. Mais moi, je n'ai pas été éduquée comme ça. S'il y a quelqu'un qui arrive avec quelqu'un qui a un fauteuil, je vais forcément lui laisser ma place. Oui, je comprends bien ce que vous me dites. Après, ce que je comprends, c'est que votre raisonnement, il est un raisonnement émotionnel, ouais, construit autour, non pas de la notion d'équité, mais de la notion de compassion. tout à fait. Je préfère qu'on ressente pour moi du respect plutôt que de la compassion, je vous le dis. Alors c'est du respect aussi, hein, dans un sens. Oui, mais c'est du respect qui me réduit à ça quand même. Ouais, ça sent bien. Vous voyez, donc quelque part, même si votre intention, bien évidemment, je le comprends, n'est pas de me dévaloriser, Bien sûr. moi je peux le ressentir comme ça. Ça ne veut pas dire que tout le monde ressent ça. Ça veut juste dire que si on veut pouvoir, dans une entreprise notamment et dans une société, avoir un environnement qui est juste et équitable, il faut réfléchir comme ça. Vous voyez, c'est ça le truc. C'est que la compensation, c'est la base de la relation éthique, en fait. J'ai vu dans vos valeurs, là. Vous avez un mot qui s'appelle éthique. On est d'accord? Si c'est pas du flan, faut y réfléchir quand même. Je vous le dis comme ça. Je veux pas être provocateur. Hein. Je ne veux pas que Angélique ait des problèmes après. Hein. C'est mieux, quoi. On est d'accord? Donc oui, non mais je comprends totalement votre comportement, enfin votre position, je la comprends. Mais sachez que regarder la personne et se comporter avec elle au travers de non pas de ses besoins spécifiques, mais du principe qu'elle est handicapée, c'est du préjugé. Si la personne vous dit, mais moi, par exemple, si la personne vous dit, moi, je voudrais passer devant, bah, comme il y a une règle, on va la laisser faire. Et s'il y a une justification, c'est encore mieux. Mais, moi, il y a des gens qui disent, non mais si, passez devant moi, mais foutez-moi la paix, je vous ai rien demandé. Arrêtez de me réduire à ça, quoi. J'ai pas de problème, j'ai pas de besoin spécifique, ou bien même j'ai envie d'attendre. Je suis en train d'écouter un super podcast, foutez-moi la paix, quoi. Je fais bien comme je veux. Ne m'imposez pas votre choix. Par contre, si je vous demande la compensation, écoutez-moi. Vous voyez ce que je veux dire? Écoutez-moi, quoi. Prenez-la en considération. C'est raisonnable, c'est pas raisonnable, c'est une deuxième notion. Mais écoutez ma demande, quoi. Que toi, qui n'es pas Oui. personne normale, tu passes dans une caisse handicapée. Alors, donc, je suis... Alors, une personne normale. Alors, on va y aller. Alors, on va le faire en plusieurs fois, d'accord? Donc, je ne suis pas une personne anormale, s'il vous plaît. Je ne suis pas une personne anormale, hein, d'accord? On est d'accord. Alors, moi, j'aime bien utiliser le terme de personne ordinaire pour les gens qui ne sont pas handicapés. Comme ça, nous, on est des personnes extraordinaires, c'est pas mal. Alors, une personne non... Alors, recommencez la question. Non, mais il n'y a pas de jugement. Hein, Une personne ordinaire passe à une caisse pour une personne de mobilité réduite. C'est extraordinaire. Eh bien, dans ce cas-là, moi, je suis plutôt favorable au fait que ce soit possible, à partir du moment où, par contre, si quelqu'un arrive et qu'elle a un besoin spécifique, elle est priorité, elle va lui passer devant. Parce qu'elle aura une justification pour passer devant.
Alors la problématique, si vous voulez, c'est que comme dans une grande surface, c'est compliqué, parce que dans une grande surface, vous n'avez pas demandé aux gens, donnez-moi votre justificatif, on va faire une analyse du besoin de compensation, machin. Et quand moi je vous passe devant à la fiche de taxi, quand je commence à vous dire, bon alors attendez, je vais vous faire un cours sur la compensation. Les mecs, ils me crèvent les pneus, quoi. Donc, ils n'ont pas le temps, quoi. On va pas faire ça. Mais, donc, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il y a une règle avec une caisse avec accès prioritaire. Et que, du coup, elle est réservée, normalement, aux gens. Mais on ne demande jamais, d'ailleurs, à tout le monde de donner sa carte. Enfin, moi, ça dépend des magasins, voilà. Mais bon, voilà. Bon. Donc voilà l'idée. Mais, parce que c'est compliqué, il y a une règle qui dit, d'ailleurs, maintenant, dans plein de magasins, c'est la caisse, elle est fermée. Et quand vous arrivez et que vous avez un besoin spécifique, vous allez voir la personne, vous pouvez ouvrir la caisse. Et il vous l'ouvre que pour vous, en fait. J'ai vu ça, moi. Bon, voilà. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée. Mais dans une entreprise, par contre, c'est plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. C'est plus simple et plus compliqué à la fois. Parce qu'on va être tout le temps dans un environnement fermé. Donc si l'environnement ne comprend pas la compensation, ça va mal se passer. Par contre, c'est plus facile parce qu'on a la capacité d'analyser vraiment dans le détail les besoins spécifiques de la personne. C'est pour ça d'ailleurs que quand on mène une politique de non-discrimination au sens large et de handicap en particulier, c'est bien d'avoir une approche pluridisciplinaire pour établir les besoins de compensation de la personne et les expliquer aux autres. Et c'est pas le manager tout seul qui doit être abandonné face à la situation compliquée qu'il peut y avoir. Il faut qu'il y ait une approche pluridisciplinaire en fait. Avec le service médical, avec le service RH, avec des experts le cas échéant, voilà, etc., etc. Ok ? Oui. Je voulais revenir justement sur votre pathologie fait que ça se voit, clairement. Oui. Mais vraiment le côté compliqué, c'est sur le handicap invisible, qui est en effet la plus grosse majorité des personnes en situation de handicap. Et pour l'entreprise, c'est clairement compliqué de gérer ces pathologies. C'est le cas dans ton office. Et du coup, je voulais savoir comment, parce que chaque pathologie est explicable d'une façon différente, et dans l'entreprise, en fait, quels sont ses droits, même quand il y a un dossier RQTH mis en place, à qui s'adresser justement pour expliquer, pour avoir cette compensation, pour mettre en place des choses. Alors en fait, ce qui est important, ce qui est important, c'est pas la pathologie. C'est la mise en place. La pathologie, c'est important pour le médecin, c'est important pour la personne. Mais ça ne regarde pas l'entreprise. Parce que qu'est-ce que je fous d'un syndrome de l'air dans l'os? J'en sais rien. On est d'accord? En revanche, ce qui va être important, c'est l'impact de la pathologie du handicap sur le travail. Donc les conséquences que ça a et les mesures de compensation qu'il faut mettre en œuvre. Et ça, si vous voulez, il n'y a pas besoin de nommer la pathologie pour ça. Donc ce qu'il faut, c'est évaluer les besoins de compensation. Et pour ça, il faut travailler, ce que je dis, en mode pluridisciplinaire. Mais si votre fils, par exemple, il est en entreprise aujourd'hui, ça dépend évidemment de la taille de l'entreprise, hein, et puis de son intérêt pour le sujet. Mais si l'entreprise, elle est suffisamment grande, elle est obligée d'avoir un référent handicap. Si elle n'en a pas, parce qu'elle est trop petite, à ce moment-là, ça va dépendre évidemment de la culture de l'entreprise et de son ouverture au sujet. Mais si jamais elle a envie de faire en sorte que ça se passe bien, l'idée, c'est d'aller faire intervenir des experts, des spécialistes, qui vont évaluer les besoins de compensation de la personne dans son environnement de travail et les compenser. Que le handicap se voit ou se voit pas, on devrait s'en foutre complètement. Bien évidemment, c'est plus compliqué que ça, parce que les gens, ils croient pas, ils croient que ce qu'ils voient. Mais d'ailleurs, pour montrer comme quoi la visibilité du handicap, c'est pas un sujet normalement, ça devrait pas. On fait un tout petit exercice, je prends un risque énorme, tant pis, je le prends. On est en début d'après-midi, juste après le repas, machin. Alors vous allez faire un truc, si vous voulez bien, vous allez fermer les yeux sans vous endormir. Ok? Non, vous fermez bien les yeux sans vous endormir. Je ne vais pas le laisser trop longtemps quand même. Hein. Bon, ok. Est-ce que vous voyez que je suis une personne handicapée? Non. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Réveillez-vous. Est-ce que vous voyez que je suis une personne handicapée? Est-ce que ma situation a changé entre les deux? Ce qui prouve bien que la visibilité du handicap n'a aucun impact. D'ailleurs, si jamais c'était le cas, les personnes aveugles penseraient qu'il n'y a aucune personne handicapée. Donc la visibilité du handicap n'a rien à voir. Ce qui est important, c'est les conséquences du handicap. Mais d'ailleurs, la plupart des handicaps qu'on a dans la vie, je ne parle pas des handicaps reconnus comme tels, je
Je parle des situations handicapantes qu'on rencontre dans la vie, ce sont des situations totalement invisibles pour les autres. Oui. Même si vous n'êtes pas handicapé au sens formel du terme, vous allez en Chine, vous vous pointez en Chine, je vous le dis, vous êtes super handicapé, sauf si vous parlez le mandarin, quoi. Et pourtant, si ça se voit, parce que vous n'êtes pas chinois. Oui. Mais enfin, voilà. Donc la visibilité du handicap, c'est pas ça qui est important. Normalement, ça ne devrait pas. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer, en fait. C'est l'impact, enfin, ce qui est important, c'est l'impact que ça a. Mais c'est vrai sur les gens qui sont en cours de divorce, qui ont des problèmes personnels, qui sont aidants familiaux, ça se voit pas tout ça. Et pourtant, c'est important de le prendre en considération. Vous voyez? C'est bon? C'est clair ou pas? Donc, qui il faut aller voir? Eh ben, il y a des spécialistes pour ça. Hein. Si l'entreprise n'est pas outillée pour, il faut aller voir Cap Emploi, ils vont vous aider. Il faut aller voir un expert, il faut aller voir un cabinet spécialisé. Enfin, il y a plein de structures qui sont... Cap Emploi, normalement, c'est l'entreprise qui est censée les mandater. Ah ben, attention, l'entreprise, il faut qu'elle comprenne qu'elle a intérêt à faire cette évaluation, parce qu'une personne handicapée, si on ne lui met pas en place les mesures de compensation, il va se passer deux choses. Soit elle fera très mal son boulot, soit elle le fera correctement parce qu'elle va surcompenser, et un jour elle va péter une durite. Donc tout le monde est perdant. C'est bon? Ouais, j'ai vu qu'il y a des gens qui sont partis parce qu'il y avait des histoires de l'heure, donc je comprends bien. Donc j'espère, enfin en tout cas j'espère que c'est parce qu'ils n'en avaient pas ras-le-bol. Mais... Vous leur demanderez. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'elle a le droit à son yaourt? Oui. Bon. Ben, merci pour l'accueil et puis bonne continuation et prenez, enfin voilà, si vous avez des trucs qui vous ou un truc qui vous a intéressé dans l'affaire, ben, mettez-le dans l'application. Et voilà. Bonne fin de journée. Le petit questionnaire, s'il vous plaît.